Du coup, vous pouvez lancer l'enregistrement. Ah ben il est lancé, d'accord, ok. Je ne l'avais pas vu. Donc bonjour à toutes et tous. Merci pour votre inscription, votre participation sur ce webinaire. Donc c'est un webinaire qui est destiné aux organismes de formation de Nouvelle-Aquitaine qui se sont inscrits sur la plateforme RHF, donc Ressources Handicap Formation en Nouvelle-Aquitaine, qui ont créé leur compte et lesquels comptes ont été validés par les équipes de la RHF, donc de la Ressource Handicap Formation en Nouvelle-Aquitaine. Ce webinaire, donc sur le sujet de m'engager sur l'amélioration continue de l'accessibilité de mon organisme de formation, vise à vous présenter les différentes étapes que nous vous proposons, ainsi que les ressources mises à votre disposition, donc à chacune de ces étapes, pour vous soutenir dans l'amélioration de l'accessibilité de vos formations, de l'accessibilité donc aux personnes en situation de handicap. Donc, aujourd'hui, pour animer ce webinaire, nous sommes plusieurs. Donc, je commence, on va faire une petite présentation des intervenants. Donc, pour ma part, je suis Grégoire Prévost, je suis chargé d'études et développement pour l'AGFIP Délégation Nouvelle-Aquitaine. Je suis sur le site de Poitiers. On a 3 sites en Nouvelle-Aquitaine, Limoges et Bordeaux également. Et pour ma part, je suis référent régional sur tout ce qui concerne la compensation et l'accessibilité en formation. Et dans ce cadre, je travaille notamment et particulièrement très fortement avec le Conseil régional en Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous reparlerons de ce partenaire privilégié à quelques autres moments de ce webinaire. Et très quotidiennement aussi, donc avec les équipes du Centre ressources formation et handicap qui sont, pour certaines personnes, certains professionnels aujourd'hui, à mes côtés pour co-animer ce webinaire. Donc, je vous passe la parole, si vous voulez bien vous présenter également. Bonjour à tous, donc je suis Audrey Beignot, je suis chargée d'appui et de développement au sein du Centre ressources formation handicap, voilà, sur le site de Bordeaux. Kitry, ton micro est coupé. Pardon. Donc, Kitry Bruno, chargée d'appui au Centre ressources formation handicap et basée sur le site de Limoges. Très bien. Je suis Cathy Dandievel, animatrice d'équipe et appui au développement de projets du Centre ressources formation handicap. Et je vais gérer les questions que vous pourriez poser via la conversation avec Emmanuelle Loli. Donc, je lui laisse la parole pour qu'elle se présente. Emmanuelle Loli, chef de projet du Centre ressources formation handicap et à la gestion du chat également aujourd'hui. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour des intervenants. Donc, aujourd'hui, nous sommes ensemble pour ce webinaire programmé. Donc, nous avons prévu un webinaire sur une durée de 10 heures à midi. Donc, ce que nous vous proposons comme contenu de ce webinaire, d'abord, nous vous proposons de revenir sur quelques éléments de définition. En effet, il nous semble important voilà, de repartager quelques grandes définitions avant de rentrer dans le vif du sujet. Nous aborderons les obligations légales autour justement de ces enjeux de l'amélioration de l'accessibilité et de la compensation en formation, donc les obligations légales des organismes de formation, pour ensuite passer à la partie la plus conséquente de ce webinaire, à savoir, nous reviendrons voilà, sur le fait de vous engager dans une démarche de progrès pour l'amélioration continue de vos formations, les différentes étapes, comme je l'indiquais tout à l'heure, que nous vous proposons et les ressources que nous mettons à votre disposition à chacune de ces étapes. En dernière partie de ce webinaire, nous évoquerons également, nous vous partagerons également un point sur un certain nombre d'autres ressources complémentaires que nous mettons à votre disposition et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer de manière globale dans l'amélioration de votre accessibilité, mais aussi sur les différentes dimensions et pour favoriser l'accueil et la prise en compte des personnes en situation de handicap dans vos formations. Et comme indiqué, je le redis, nous prendrons un temps conséquent afin de répondre à un maximum de vos questions, le cas échéant, que vous aurez pu poser dans le module de conversation. Donc, pour démarrer sur les éléments de définition, on peut passer directement. Donc, du coup, tout d'abord, le handicap, de quoi parle-t-on? On peut aller directement à la slide, merci.
Donc, pour référence, nous nous appuyons sur la loi de 2005 qui dit ceci: constitue un handicap au centre de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Sur cette slide, donc au-delà de cette définition, donc c'est la définition posée par la loi 2005 sur laquelle nous nous appuyons et qui pose un certain nombre d'éléments. Cette slide, ce qui nous semble important de partager avec vous, c'est que, donc comme vous pouvez le voir au niveau des pictogrammes qui sont en dessous, c'est que d'abord, il existe une grande diversité, une grande variété de typologies de handicap et qu'à chaque diversité, il y a autant de situations et autant de retentissements du handicap. Finalement, ce qui nous intéressera et ce qui est important dans cette définition, là, elle parle d'altération, qu'elle soit substantielle, durable, définitive ou autre retentissement, c'est que le handicap, on va en parler et on va utiliser la terminologie en disant que le handicap est situationnel. Donc, nous y reviendrons sur les slides suivantes, mais situationnel, pourquoi c'est important? Parce que finalement, et ça va prendre tout son sens par rapport au sujet d'aujourd'hui sur l'accessibilité, parce que finalement, c'est bien la rencontre entre ces retentissements, ces altérations, le cas échéant, déficience, qu'elles soient durables, définitives ou momentanées, et un ou des environnements donnés qui va mettre en présence une situation de handicap ou non. Euh, pour prendre un exemple, euh, pour prendre un exemple, vous prenez l'exemple du violoniste qui perd un doigt. Il se retrouve finalement en situation de handicap dans l'exercice du violon, alors qu'il ne l'était pas. Et vous voyez bien que là, l'altération face à... Mais pour autant, s'il pratique d'un instrument où il n'a pas besoin de l'usage des... Il ne sera pas en situation de handicap, et pour autant, l'altération en l'occurrence définitive, est bien en présence. Si on prend un autre exemple un peu parlant, c'est celui de la personne en fauteuil roulant. La personne en fauteuil roulant, quand elle va se rendre vers un bâtiment, vers un organisme de formation par exemple, si il y a des étages et que l'établissement est doté d'un ascenseur, finalement, la personne ne sera, pour se déplacer dans cet établissement et pour se rendre dans les différents niveaux, ne sera pas en situation de handicap. Par contre, si il n'y a que des escaliers, l'environnement rapporté à la rencontre du retentissement du handicap, du type de handicap, créera une situation de handicap. Voilà. Donc, dans les différentes typologies, vous le voyez, ça peut être des retentissements de l'ordre du handicap visuel, du handicap auditif, handicap moteur, maladie invalidante, autre handicap mental ou déficience intellectuelle et troubles cognitifs ou troubles neurodéveloppementaux, ou encore handicap psychique. Donc, vous voyez que souvent un chiffre qu'on emploie, et c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup d'informations communication, notamment depuis quelques mois, quelques années, 80% des handicaps sont invisibles, c'est-à-dire ne sont pas perceptibles comme ça immédiatement et de manière évidente. Et c'est pourquoi il est d'autant plus important de s'intéresser à l'observation de ces éléments non perceptibles directement. Je propose qu'on passe à la slide suivante. Merci. Donc, que dit cette loi de 2005? Donc, cette loi de 2005, elle pose la définition, de quoi parle-t-on? Elle pose la définition du handicap. Elle est notre élément de référence en la matière. Mais qu'est-ce qu'elle dit concernant la formation professionnelle? Elle pose donc le fait de rétablir au bénéfice des personnes handicapées un égal accès, au droit à la formation, à l'instar de tout citoyen. Et donc, dans ce cadre, elle pose aussi deux notions importantes, celle comment rétablir cet égal accès, en agissant à la fois sur l'accessibilité et sur la compensation du handicap. Elle pose ainsi une obligation d'accessibilité dans le cadre des formations et un droit à la compensation pour les personnes.
Donc, pour ce qui est de l'aspect obligation, nous y reviendrons quelque peu après. Mais pour l'heure, je vous propose de poursuivre sur l'aspect définition. Donc, accessibilité et compensation, de quoi parle-t-on? L'accessibilité, si on tente de le résumer en une phrase, ce sera tous les moyens qui pourront être développés, qui seront développés par le centre de formation pour permettre de manière générale un meilleur accès et suivi de la formation aux personnes en situation de handicap et qui pourront être utilisés, qui vont pouvoir être utilisés par tous les publics. On y reviendra, mais voilà, c'est vraiment tout ce qui peut être prévu en amont, de manière générale et de manière la plus universelle possible pour faciliter l'accès. Sur la notion d'accessibilité, finalement, si on prend un exemple, si on est sur une consigne, euh, le fait de rendre cette consigne la moins ambiguë, la plus simple possible, finalement, va favoriser l'accessibilité universelle en agissant sur l'adaptation de cette consigne. Cette consigne, finalement, va lever certains écarts dans l'appréhension de cette consigne liés, pour certains apprenants, au retentissement de leur handicap, mais finalement, va la rendre plus accessible et moins ambiguë pour tout apprenant, avec ou sans situation et retentissement liés au handicap. La compensation du handicap, quant à elle, contribue à l'accessibilité des formations, effectivement. Prendre en compte des besoins particuliers, c'est aussi agir sur son accessibilité, c'est développer son accessibilité. Mais pour le coup, elle sera centrée sur le besoin particulier de la personne handicapée dans un environnement donné. Donc, finalement, au bout du bout, agir sur son accessibilité, c'est augmenter la capacité à prendre en compte les besoins du plus grand nombre, c'est diminuer les zones pouvant susciter un handicap situationnel, mais pour autant, dans certains cas, il conviendra de mettre en œuvre des adaptations particulières liées vraiment à un besoin très particulier à un moment donné, dans un environnement donné. À ce moment-là, on parlera de compensation, et en l'occurrence de compensation du handicap, si c'est lié à l'expression, au retentissement d'un handicap, d'une situation de handicap. Pour compléter cette définition un peu écrite, nous vous proposons ce visuel, alors que vous avez peut-être vu, qui est assez répandu. Donc voilà, pour illustrer un peu différentes notions. Donc si on regarde de droite à gauche, vous voyez en fait sur l'image, donc de gauche à droite, pardon, si vous voyez à gauche, vous voyez que finalement 3 personnes qui essayent d'assister à un match de baseball. Vous voyez que finalement, l'existence d'une barrière et rapportée à la taille des différents spectateurs va faire que ces personnes peuvent ou pas voir, et en l'occurrence ne peuvent pas voir au-dessus de la barrière. Dans la première illustration, vous constaterez que va être fourni de manière égale, de manière identique, un marchepied à chacun des participants. Donc là, nous serons dans une situation de réponse égale, identique. Dans la deuxième illustration, vous voyez que sera proposé de manière particulière, en fonction du besoin de chaque spectateur, le nombre de marchepieds adapté pour permettre de voir par-dessus la barrière. Et enfin, dans la dernière illustration, la troisième à droite, vous voyez que finalement, nous avons agi sur l'environnement tout simplement en enlevant cette barrière occultante qui permet en fait finalement à tout spectateur, quelle que soit en l'occurrence sa taille, d'assister pleinement et de manière égale au match de baseball. Donc, sans faire des raccourcis, on peut quand même identifier, et c'est plus en point de vigilance qu'en règle absolue, à gauche, finalement, on peut noter quand même qu'un traitement identique, donc égal, de situations diverses et de besoins divers, peut amener finalement à une situation de discrimination dans certains cas. Donc, c'est un point de vigilance. C'est pas pour remettre en cause égalité, fraternité. Voilà, l'égalité, c'est important, mais cette illustration permet de voir que finalement, dans ce qui est de la prise en compte du handicap, qui va finalement nous intéresser particulièrement, c'est l'attention qu'on pourra porter aux notions d'équité et d'inclusion. Nous allons agir sur l'accessibilité et donc sur l'inclusion dans les formations en travaillant et en faisant bouger les lignes des environnements,
prévoir des ascenseurs, prévoir des signalétiques clairs, prévoir des contenus les plus simples possibles, etc. Prévoir différents modes d'accès à ces contenus écrits, en lecture vocale, en visualisation, etc., en lecture orale, va favoriser l'accessibilité et donc va être une démarche inclusive. La capacité à prendre en compte de manière particulière va nous intéresser donc à l'équité, rétablir l'égalité d'accès, l'égalité des chances, et donc va se traduire par de la compensation. Voilà pour ce qui en est de cette définition illustrée. Ce qu'on vous propose dans cette slide, c'est de revenir sur la notion d'inclusion. Donc, je l'ai quelque peu évoqué dans le fait d'agir sur les environnements. Donc, vous entendez sûrement souvent parler voilà, de société inclusive, de formation inclusive, d'un certain nombre de choses inclusives. Sur notre sujet des personnes en situation de handicap, sur le sujet de la prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap dans les formations, une offre de formation inclusive, nous vous proposons voilà, quelques éléments d'éclairage complémentaires. Donc finalement, une société inclusive, c'est une société qui intègre le handicap dans toutes ses dimensions. C'est pas le principe d'inclusion peut il peut se prêter au fait de s'opposer au principe d'approche de manière distincte. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est comment on va pouvoir intégrer et prendre en compte la plus grande diversité de besoins particuliers dans un collectif tout public et non pas comment on va finalement y répondre dans des environnements dédiés particuliers. Donc, une société inclusive, c'est la société la même pour tous, tout un chacun, qui va, dans toutes ses dimensions, politiques, citoyennes, sociales, économiques, services publics, services en tout genre, s'intéresser à comment elle est la plus accessible possible et elle intègre le plus possible toutes les dimensions liées au handicap. Donc, en miroir, ça se traduit et ça vise la même chose dans le cadre de la formation. Donc, un organisme de formation inclusif, c'est un organisme qui vise et qui intègre le handicap dans toutes ses dimensions. Donc, aussi bien de l'accueil, de l'accessibilité des locaux, du bâti, mais aussi de l'accessibilité organisationnelle, pédagogique, technique, etc. Comment? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui vous intéresse probablement. Comment, en fait, on intègre le handicap dans toutes ses dimensions? Comment on devient et on progresse et on s'améliore de manière continue sur le fait d'être un organisme de formation inclusif? C'est en s'engageant du coup véritablement dans une démarche d'amélioration continue. Donc c'est ce qu'on va ce sur quoi on va revenir particulièrement aujourd'hui. Et surtout, ce qui est important dans la notion d'inclusion, c'est en s'appuyant sur la coopération d'acteurs, sur la rencontre d'expertise et sur un écosystème d'acteurs et de ressources. C'est très important parce qu'il ne faut pas, il ne faut pas s'inquiéter ou en tout cas réduire le fait d'être inclusif au fait d'être justement de tout traiter seul et en autarcie. Bien au contraire, un organisme de formation inclusif, un organisme de formation qui agit et qui est accessible, qui agit sur son activité et qui est accessible, c'est un organisme de formation qui d'abord identifie vraiment les ressources, les acteurs ressources, les outils ressources pour s'appuyer également sur cet écosystème d'acteurs environnants et ses expertises complémentaires pour prendre en compte les besoins à la fois de manière globale et, le cas échéant, les besoins particuliers quand ils ne trouvent pas pleinement réponse au travers de l'accessibilité. En termes de définition, une dernière slide que nous proposons. Donc, voilà, nous avons parlé, vous êtes aujourd'hui dans le cadre d'un webinaire que nous vous présentons à propos et suite à votre inscription sur la plateforme RHF, donc Ressources Handicap Formation. Donc, finalement, la RHF, qu'est-ce que c'est? Donc, pour la GFIP, c'est une ambition très forte et c'est un axe prioritaire de son plan stratégique. Mais plus particulièrement, nous souhaitions aussi prendre le temps de souligner que cette démarche RHF soutenue par la GFIP, elle est née particulièrement des expériences co-construites,
co-travaillée et co-améliorée dans le temps en Nouvelle-Aquitaine. Et au niveau national, pour la GFIP, c'est donc le fait de tenter d'essaimer avec les partenaires les enseignements, les pratiques et les expériences, notamment, qui ont pu, par le passé, être nourris, alimentés, notamment de ce qui avait été développé en Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, la RHF, pour la GFIP, cet axe stratégique, cette ambition stratégique, elle se traduit par deux manières, comme vous le voyez. C'est d'abord une démarche partenariale, d'aller partager donc des réflexions, des analyses et des ambitions avec les partenaires donc des politiques en région sur la compensation et l'accessibilité des formations, de l'offre de formation, comment aller vers une offre de formation régionale plus inclusive dans l'ensemble des régions et donc de manière nationale. Concrètement, en Nouvelle-Aquitaine, cette dimension, elle s'inscrit tout particulièrement et très opérationnellement dans le cadre du programme régional d'accès à la formation et à la qualification des personnes handicapées, donc qui est porté, piloté par la région Nouvelle-Aquitaine. C'est posé dans la loi, donc par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, partenaire historiquement en Nouvelle-Aquitaine très impliqué, très volontaire sur ces sujets, et y compris voilà, avec un soutien volontariste à la fois dans les actions et aussi financier en la matière. Et par ailleurs, le deuxième volet, ça se traduit par le fait d'aller essaimer dans l'ensemble des régions une offre de services à destination particulièrement des organismes des formations et de l'ensemble des acteurs de l'emploi formation qui gravitent autour des organismes et des apprenants en situation de handicap en formation. Là aussi, concrètement, en Nouvelle-Aquitaine, ça se traduit au travers du Centre ressources formation handicap, qui est donc le porteur de ces missions et de cette offre opérationnelle proposée aux organismes de formation pour agir vraiment sur l'amélioration de leur accessibilité, la prise en compte des besoins particuliers des apprenants en situation de handicap en formation. Comme annoncé, nous vous proposons à présent de revenir quelque peu sur donc, les obligations légales des organismes de formation et dans un premier temps, de revenir sur cette loi de 2005, de 11 février 2005, et concernant plus particulièrement, nous n'allons pas revenir exhaustivement sur cette loi qui est très conséquente et très riche et qui pose un certain nombre de fondamentaux, mais plus particulièrement concernant la formation professionnelle. Donc, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. En l'occurrence, cette loi pose deux grandes obligations pour les organismes de formation. Une obligation d'accueil des personnes en situation de handicap dans les formations, ainsi qu'une obligation d'accessibilité et d'adaptation des formations donc ces obligations relèvent et sont posées pour les organismes de formation en vue d'accueillir et de rendre accessible l'ensemble de leur formation à l'ensemble des publics et à tout type de handicap. Concrètement, ça se traduit également par des éléments qui sont précisés et même codifiés dans le Code du travail, qui posent comme obligation pour les organismes de formation de mettre en œuvre un accueil à temps partiel ou discontinu de leur formation, une durée adaptée de formation, des méthodes pédagogiques et des supports adaptés, des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle pour les personnes en situation de handicap. Ces adaptations, il convient de noter qu'elles peuvent être à la fois individuelles ou collectives. Donc, en deuxième lieu, dans les obligations, donc là, on n'est plus sur la loi de 2005, mais on est bien sur la loi, suite à la loi notamment de 2018. La loi de 2018 pose la certification PELOPIC, dont vous ne devez pas être étranger. À noter que voilà, cette loi, 5 critères de cette certification PELOPI, donc posée suite à la loi de 2018, et qui s'impose aux organismes de formation s'ils souhaitent pouvoir être attributaires de fonds publics dans le cadre de financement des formations. Cette loi prévoit 5 critères qui mentionnent les personnes en situation de handicap. Donc sur lesquels je ne reviendrai pas exhaustivement. Encore une fois, le support vous sera présenté. Mais par exemple, sur le critère
euh, l'OF, donc sur un exemple, l'OF doit pouvoir fournir des supports de présentation de la politique d'accessibilité, des conditions d'accès. Notez quand même, et vous avez, selon votre antériorité et votre positionnement en termes de certification Calliope, notez que cette certification a renforcé ces critères et ces éléments d'observation attendus sur, enfin, sur ces sujets, sur ces dimensions handicap, dans les dernières versions, que à l'avenir, ça risque enfin ça risque, il est prévu que ça se poursuive, qu'il y ait une attention toujours au moins à minima aussi importante, si ce n'est plus importante encore, à la prise en compte des handicaps au travers de ces critères en particulier, par les organismes de formation, donc du coup, qui candidatent à la certification Calliope. Et du coup, répondre à Calliope, c'est répondre à la loi, mais s'engager dans la démarche d'accessibilité, ben, c'est répondre à Calliope. Voilà. Donc aujourd'hui, et notamment, je vais ensuite céder la parole à mes camarades du Centre Ressources Formation Handicap, ce que nous vous proposons et ce que nous allons vous présenter va venir vous soutenir, vise le fait clairement de vous soutenir dans la réponse à ces différentes obligations. Voilà, n'en restez pas sur la dimension obligation, puisque derrière la préoccupation qui s'est traduite, je l'ai évoqué dans le cadre de cette politique régionale, et derrière cette ambition stratégique ressources handicap formation pour la GFIL de manière nationale, euh, la, notre préoccupation, c'est bien justement de reconnaître que ces obligations appellent à un soutien, des moyens pour les organismes de formation, et c'est bien là, cette intention de pouvoir du coup vous outiller, vous accompagner et vous soutenir dans la réponse à ces obligations. Et c'est ce que nous allons vous présenter en suivant. Donc, aujourd'hui, ce webinaire s'intéresse particulièrement donc au fait de vous soutenir dans l'engagement de votre démarche de progrès pour l'accessibilité de vos formations. C'est véritablement une volonté pour la GFIP de pouvoir vous soutenir, et c'est pourquoi nous avons développé, avec l'appui des différentes ressources handicap formation de l'ensemble des régions, une plateforme, un outil vous permettant nous permettant de vous accompagner et de vous outiller, de vous soutenir concrètement dans cette démarche pour l'amélioration. En Nouvelle-Aquitaine, encore une fois, cette dimension, elle est vraiment inscrite, suivie de manière très particulière dans le cadre du partenariat avec le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et dans le cadre de cette politique régionale concertée. Je cède à présent la parole au CRFH, donc pour rentrer dans le vif du sujet et des ressources. Merci Grégoire. Donc, je vais prendre la suite. En effet, donc, au-delà des obligations de certification qualité, cet outillage qu'on va vous présenter aujourd'hui va vous servir à améliorer en effet l'accessibilité de votre centre de formation et de vous poser les bonnes questions autour de comment on accueille une personne en situation de handicap, comment on prend en compte sa situation de handicap, comment on réfléchit à ses besoins et comment on les met en œuvre, ces besoins, une fois ceux-ci identifiés. Donc, on a différentes étapes qu'on va vous présenter point après point. Déjà, vous avez ici voilà, un petit schéma qui récapitule ces différentes étapes. Vous voyez en premier lieu la partie qui concerne la communauté. Donc, déjà, c'est un premier acte que de rejoindre la communauté. On va vous le détailler. Ensuite, on s'engage et on structure sa démarche d'accessibilité. Ensuite, on passe à l'étape 3 qui est réaliser l'état des lieux de son accessibilité. Une fois fait son état des lieux, on identifie des axes de progrès. Enfin, ensuite, on mesure les progrès et on les communique. Et on arrive au bout, en effet, de cette démarche de progrès vers l'accessibilité. Alors, la première étape, en effet, c'est votre engagement. Votre engagement dans cette démarche en rejoignant la communauté. Alors, on va vous détailler cette première partie. Donc, je te laisse la parole, Kitri. Oui.
On va parler un petit peu plus concrètement du coup des différentes étapes que vous allez avoir à réaliser sur la plateforme de votre côté pour vous engager. À savoir que l'engagement, ça va pas être seulement la première étape, c'est vraiment tout ce process que Audrey a présenté dans la slide précédente. Donc cette première étape, rejoindre la communauté, ça correspond tout simplement au fait de s'inscrire sur la plateforme. Donc vous allez commencer par créer un espace pour votre organisme de formation, donc un espace structure, un espace vraiment dédié à l'organisme de formation. Cet espace, il va être caractérisé par le fait que vous allez devoir renseigner le numéro de sirène de votre organisme de formation et le numéro NDA, donc de déclaration d'activité. À savoir que lorsque vous faites cette première étape-là de créer votre espace structure, nous, on a un acte de vérification derrière pour vérifier que vous êtes bien un organisme de formation qui se connecte sur la plateforme. C'est-à-dire que s'il n'y a pas encore de numéro NDA, vous ne pourrez pas accéder à la plateforme tout de suite. Une fois que cette validation est faite, vous allez du coup avoir à créer un espace membre, donc l'espace personnel de l'utilisateur, de la personne dans l'organisme de formation qui va un petit peu gérer les parties sur la plateforme. On verra par la suite qu'il pourra y avoir plusieurs espaces membres pour un même organisme de formation, mais pour la suite des démarches, il va falloir à minima en créer un premier. De la même manière, nous avons à la ressource handicap formation un acte de vérification à faire sur ces espaces membres. C'est pour ça que on vous alerte aussi sur le fait d'utiliser des adresses mail qui vont intégrer le nom de votre organisme de formation, de ne pas utiliser des adresses mail génériques de type Gmail, etc. Puisque nous, quand on fait l'acte de vérification, déjà, on n'a pas la possibilité de vérifier si les personnes qui s'inscrivent font bien partie de votre organisme de formation. Pour des soucis aussi de confidentialité, si la personne finit par quitter votre structure, eh ben, elle aura toujours accès via cette adresse mail à son espace. Donc, c'est pourquoi on vous recommande d'être vigilant sur ces adresses-là. Dans la slide du PowerPoint qui va vous être fourni, vous avez certaines mentions là, qui sont soulignées en bleu, qui vont vous renvoyer vers des tutoriels vidéo pour ces différentes étapes-là. Vous avez aussi, bien sûr, le lien vers la plateforme. Je vais tout de même vous présenter rapidement cette partie d'espace membre. Donc, si vous voyez bien mon écran, on arrive sur la plateforme RHF sur ce premier écran. Vous avez deux premières parties qui reprennent des informations sur la ressource handicap formation, sur la démarche de progrès. Ça va être un résumé de tout ce que l'on vous présente aujourd'hui. Et vous allez ensuite pouvoir aller sur votre espace membre. Quand vous êtes sur l'espace membre, vous allez donc pouvoir vous authentifier. Donc, soit de créer votre espace membre, soit s'il est déjà fait, bien sûr, de vous connecter directement. Quand vous allez créer votre espace membre, c'est là où vous allez devoir vous rattacher à l'organisme de formation qui correspond au vôtre. Si vous ne l'avez pas fait, c'est ici que vous allez pouvoir créer votre espace structure. Vous allez avoir différents champs à renseigner pour confirmer votre espace membre. Petit point de précision, donc partager mes coordonnées téléphoniques et mail aux autres membres du réseau, on y reviendra par la suite. Sur la plateforme RHF, il y a un annuaire qui va s'incrémenter au fur et à mesure des inscriptions. Donc, ça veut dire que si vous acceptez de partager vos coordonnées, vous acceptez que vos coordonnées apparaissent dans cet annuaire, mais qui est exclusivement sur cette plateforme. Et vous allez pouvoir cocher si vous êtes oui ou non référent handicap de l'organisme de formation. C'est sur cette page que vous allez avoir les différents tutoriels vidéo de toutes les étapes qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc vous pouvez les retrouver soit là, soit via les liens directement sur le PowerPoint tel que je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc voilà pour cette première étape pour rejoindre la communauté. Je te laisse repartager, Grégoire.
T'as le micro coupé, ou tu veux que je le fasse? Vous le voyez ou pas? On le Allô? voit avec les notes apparentes. Ah, toujours pas. Toujours avec les notes. Ok. Y arriver, hein. J'aurais pas dû me proposer en fait. J'y arrive pas plus que vous. Hop. Si je fais comme ça. C'est bon ce coup-ci? Oui. Ok, pardon, excusez-moi. Attention, ça défile. Hop, excusez-moi. Je suis en train d'écrire dans le chat, donc j'ai été de moindre réactivité. On en était à quel slide, excusez-moi? La slide 2. S'engager, structurer sa démarche. Pardon, voilà. C'est bon? Oui. Ok. Audrey, tu n'as pas ton micro, Audrey. C'est bon? On m'entend? Oui, Ok, merci. Donc, alors, l'étape 2, qui est de s'engager et structurer sa démarche de progrès vers l'accessibilité. Donc, c'est avant tout un engagement fort de la direction qui a la responsabilité en fait de porter cette démarche et d'engager et d'impliquer l'ensemble de ses équipes dans cette politique d'accueil des personnes en situation de handicap. Donc ce premier engagement significatif va passer par la signature de la charte par la direction donc et qui va déterminer les différents sites qui vont s'engager dans cette démarche de progrès et qui va également nommer les équipes qui sont impliquées. Alors équipe qui est appelée donc groupe projet accessibilité. Donc c'est important véritablement de réfléchir à une accessibilité par site de formation puisqu'en effet chaque site va être différent, que ce soit au niveau des locaux bien évidemment, mais aussi de l'équipe pédagogique qui éventuellement peut être différente et de toute l'organisation du centre qui va être potentiellement différente également. Donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir engager chacun de vos sites. Alors pas d'un coup, hein, mais qu'il y ait plusieurs sites voilà, qui s'engagent au fur et à mesure du développement de votre accessibilité. Qui trie, du coup. Oui. Du coup, de manière concrète sur la plateforme, vous allez devoir renseigner ces groupes projets directement sur la plateforme. Donc, vous allez avoir un onglet dans lequel vous allez renseigner les caractéristiques du site de formation. Comme l'a dit Audrey, la notion de groupe projet, c'est le site de formation. Et donc, la distinction par rapport à la structure sur l'inscription que vous allez avoir fait sur la première étape, c'est que cette fois-ci, il va falloir renseigner le numéro de SIRET du site de formation concerné et ensuite d'identifier sur chaque site quel va être ce groupe projet accessibilité, donc quels vont être les membres du site, référents handicap et éventuellement d'autres membres qui vont travailler, réfléchir à l'accessibilité du site en question. Donc, vous allez avoir sur la plateforme un onglet qui s'intitule Groupe projet et vous allez aussi devoir les renseigner dans la charte d'engagement. Donc, on arrive à l'étape de la signature de la charte d'engagement à partir du moment où on a identifié quels sont les sites de formation que l'on veut engager et quelles vont être les personnes qui vont être impliquées dans la réflexion sur l'accessibilité. Bien entendu, ces gros projets
ne vont pas concerner tout le monde. Il y a des sites de formation qui ne vont avoir qu'un seul site, donc il n'y aura qu'un seul groupe projet. Les organismes de formation où la personne est toute seule aussi, il n'y aura qu'un seul groupe projet. Et je vais vous partager la charte qui va être assignée une fois que cette définition est faite. Donc, on ne va pas revenir sur tout ce qui est noté dans la charte, mais ça va reprendre les éléments de l'engagement. Ce qui va être important, donc c'est la partie que vous allez vous devoir remplir avec notamment les coordonnées du référent handicap pilote de la démarche. Ça, c'est un conseil que l'on vous donne, c'est que si vous avez plusieurs sites, il sera important d'avoir un référent handicap qui va aussi piloter et coordonner les différents sites entre eux. Là, vous avez un petit encadré donc, qui permet, si notamment il y a plusieurs sites, c'est un encart qui ne va pas être obligatoire, mais qui pourra vous permettre de préciser si par exemple vous souhaitez d'abord développer la démarche sur un seul site ou sur 2 sites avant de déployer à tous les autres sites. Ça va être un petit peu de préciser comment vous voulez décliner le déploiement de votre accessibilité. Et suite à ça, donc la signature de la direction, et c'est sur la deuxième partie où vous allez avoir les différents groupes projets à renseigner, donc vos différents sites avec le numéro de SIRET qui revient bien, le référent handicap pilote de la démarche sur le site en question, et éventuellement les autres membres du groupe projet accessibilité sur ce site-là. Donc sur la charte, il y a une projection sur 4 différents sites. Si jamais vous avez plus de sites que ça, vous pouvez simplement rajouter des pages dans la charte pour rajouter les sites manquants. Et voilà, si on peut revenir sur le diapo. Donc une fois que vous allez avoir rempli cette charte, il faudra la déposer directement sur la plateforme. Donc vous allez avoir un espace dédié. Petit point de conseil de vigilance, si jamais vous vous êtes trompé dans le document, qu'il n'est pas actualisé, que vous voulez le changer, sur la plateforme, il n'y a qu'un seul espace pour mettre un document, on peut en mettre qu'un seul. Donc si jamais vous souhaitez le modifier ou le changer, la plateforme va, entre guillemets, vous obliger à vous désengager. Ça va être noté comme ça sur la plateforme pour pouvoir retélécharger et remettre le bon document. Alors, on va poursuivre sur la troisième étape, qui est de s'engager et structurer, qui est de réaliser l'état des lieux de son accessibilité. Donc, une fois que vous avez signé la charte d'engagement et que vous avez donc constitué vos groupes projets accessibilité, donc vous allez devoir réaliser l'état des lieux de votre accessibilité. Donc, cet état des lieux, il va être réalisé via un auto-positionnement que vous allez donc vous-même mener sur l'évaluation du niveau de votre accessibilité, qui va vous permettre donc voilà, de pouvoir réaliser un état des lieux de l'ensemble de vos pratiques au sein de votre centre de formation. Donc l'accessibilité, on en a un petit peu parlé déjà, hein, c'est pas que l'accessibilité des locaux, loin de là, hein, c'est vraiment tout ce qui concerne l'accès à vos formations, que cela passe voilà, du process d'identification des personnes à leur accueil, à la prise en compte de leurs besoins, à la professionnalisation et la sensibilisation des équipes à la prise en compte du handicap, à la communication à l'externe, en interne, etc. Voilà. Il y a en effet différents volets à venir évaluer pour pouvoir mesurer votre accessibilité. Donc cet auto-positionnement, c'est un véritable guide pour vous de réflexion qui va être constitué, vous allez le voir, vous l'avez peut-être déjà vu, de différents items qui sont répartis dans 2 sections. Une première section sur le développement de votre accessibilité et une seconde section qui est plus axée sur la prise en compte des situations individuelles au travers donc de la compensation du handicap. Donc cet auto-positionnement se fait donc par groupe projet, donc par site de formation, afin vraiment d'avoir la réalité là, de ce qui se passe sur chacun des sites. Donc chacun des groupes projets va pouvoir accéder à son auto-positionnement voilà, qu'il a réalisé de son site.
Du coup, sur la plateforme, c'est ce que vous pouvez voir sur la slide. Donc, c'est peut-être pas forcément très visible, mais en tout cas, vous pouvez aller sur votre espace, regarder en même temps. On a cette interface qui apparaît avec la démarche de progrès où apparaissent donc les deux sections mentionnées par Audrey, hein, qui se rapportent bien aussi à la loi de 2005 décrite par Grégoire tout à l'heure, hein. On va avoir la première section sur l'accessibilité et la deuxième section sur la compensation. Dans ces deux sections, on va avoir différents items. Donc, il va y avoir 11 items. Et quand on va rentrer dans ces items, on aura accès aux indicateurs. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous présenter un indicateur, la manière dont ils ont été construits, réfléchis, et vous présenter, vous, la manière de les remplir. On va passer sur la slide juste après. Donc, pour chaque indicateur, donc là, on a choisi l'indicateur 1.2. Donc, cet indicateur-là, il était dans le premier item, donc cadre et organisation d'une accessibilité pour tous. L'indicateur 1.2 donc, pose la question, un référent handicap est-il nommé et dispose-t-il des conditions lui permettant d'exercer pleinement sa mission? Pour chaque indicateur, vous allez avoir cet encadré bonnes pratiques en dessous. Ces bonnes pratiques, c'est pour vous guider, ce sont des exemples d'interrogations que vous avez à vous faire pour voir si effectivement vous répondez à l'indicateur tel qu'il est posé. Ce sont des exemples, ce n'est pas exhaustif. Peut-être que vous avez des pratiques qui ne sont pas mentionnées et qui vont valoir la peine d'être mises en avant et que vous allez pouvoir renseigner dans votre autopositionnement. Mais c'est déjà une première base, un premier guide pour les personnes qui sont peut-être moins à l'aise avec la thématique et qui ne savent pas forcément par où commencer. Donc là, vous avez différentes bonnes pratiques. Donc, par exemple, pour l'indicateur sur le référent handicap, donc première bonne pratique, le référent handicap a été désigné. La deuxième, vous avez défini ses missions. La troisième, le référent handicap dispose d'un temps dédié pour réaliser sa mission, puisque un référent handicap, c'est pas juste un nom sur un papier, il faut qu'il ait un temps pour pouvoir rencontrer les personnes, évaluer les besoins, pour s'il est pilote de cette démarche d'accessibilité, il y aura sûrement des actions de coordination à faire auprès du groupe projet, auprès des équipes. Donc, le quatrième bonne pratique, vous disposez d'un organigramme précisant la mission du ou des référents handicap. Donc, je ne vais pas toutes les lister, mais du coup, vous avez pas mal d'exemples pour voir si cela vous permet de répondre à l'indicateur. Donc, ça, c'est ce premier bloc un peu descriptif de l'indicateur. Et vous allez avoir ensuite les parties sur lesquelles vous allez devoir répondre. Donc, on peut passer sur la slide suivante. Donc, ce à quoi vous allez devoir répondre. Ça va être en premier le niveau d'avancement qui va être sous forme d'un pourcentage, donc de 0 à 100% par tranche de 10. C'est une auto-évaluation, hein. Ce niveau d'avancement, c'est vraiment pour que vous ayez en visibilité où est-ce que vous en êtes sur l'indicateur. Ça n'a pas trop d'intérêt de répondre soit 0, soit 100. Le but, c'est de voir quelle est votre marge de progrès que vous allez devoir travailler sur les indicateurs en question. Peut-être qu'il y en a certains, effectivement, où ça sera atteint à 100%, mais peut-être qu'il y en a d'autres où vous allez identifier qu'il y a encore des actions qui peuvent être menées ou même que vous n'avez pas du tout commencé. Il est possible aussi que sur certains indicateurs, vous ne soyez pas concerné selon les questions qui sont posées. Par exemple, les organismes de formation où vous êtes seul dans votre organisme de formation, il y a des indicateurs qui sont sur la communication auprès de votre équipe ou si vous avez pas de période de stage d'immersion, il y a des indicateurs qui peuvent être sur ces questions-là. Mais si vous n'êtes pas concerné, dans ce cas-là, vous avez juste à le préciser dans l'indicateur, à y répondre directement. Ensuite, vous allez avoir deux parties distinctes dans l'indicateur. Donc, vous allez avoir les actions conduites pour répondre à l'indicateur et les éléments observables. Donc là, on a laissé en exemple une réponse qui a pu être faite. Donc là, sur la question du référent handicap qui peut exercer ses missions. Donc, on a 2 référents handicap qui sont nommés et professionnalisés sur cet organisme de formation. Et les éléments observables, ça revient un petit peu aux éléments de preuve Calliope, hein. Ça va être un petit peu quels sont les livrables, les documents qui vont pouvoir prouver que l'action a bien été menée.
Donc ici, la réponse qui avait été apportée, donc il y a une fiche mission qui a été formalisée et signée par les 2 référentes handicap, et ces référents handicap ont suivi un module de formation et ont eu une attestation de participation. Si on revient juste 2 secondes sur la slide précédente, on peut voir que dans les bonnes pratiques, c'est un petit peu déjà découpé de cette manière-là. La première partie de la bonne pratique, c'est un peu l'action à réaliser. Et ensuite, il y a, entre parenthèses, les éléments observables qui peuvent être renseignés. Et lorsque, donc voilà, tous les indicateurs vont se présenter de cette manière-là. On reste sur de l'auto-évaluation. Le but, c'est que vous puissiez indiquer ce que vous faites. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas indiquées dans les bonnes pratiques, mais que vous faites. Dans ce cas, n'hésitez pas à les renseigner. C'est aussi des supports qui vont être importants pour vous, pour capitaliser en interne ce qui va se pratiquer. S'il y a des changements dans l'équipe, de l'organisme de formation, que quelqu'un prend le relais sur la référence handicap, via les précédents autopositionnements, il pourra avoir une visibilité sur qu'est-ce qui existait à telle année, qu'est-ce qui a été envisagé de travailler, quelle est l'évolution qui a déjà été faite sur les dernières années, d'où on est parti, etc. Donc c'est aussi un outil de capitalisation pour vous. Une fois que vous avez rempli tous vos indicateurs, vous allez clôturer l'autopositionnement. Donc, c'est vraiment un bouton dédié sur la plateforme. Il ne faut pas oublier de continuer après avoir rempli les indicateurs. Et il va y avoir 2 documents qui vont se générer automatiquement par la plateforme. Vous allez avoir cette attestation de suivi qui va être générée, donc qui reprend les différents items de l'autopositionnement et les fameux pourcentages. Donc, c'est plutôt un repère visuel pour vous pour avoir un résumé rapide de où est-ce que vous en êtes sur l'atteinte des indicateurs. Le deuxième document qui va être généré, c'est un dossier de synthèse qui va s'appeler provisoire et qui va reprendre, en fait, qui va extraire toutes les réponses que vous avez pu mettre sur l'autopositionnement, qui va l'extraire au format PDF. Mais il va s'appeler provisoire parce qu'il va falloir continuer sur l'étape suivante pour pouvoir obtenir le dossier finalisé. Alors, l'étape suivante, donc, c'est identifier des axes de progrès. Donc, une fois votre autopositionnement réalisé et clôturé, vous n'y avez plus accès avant la date d'anniversaire du renouvellement de votre autopositionnement. Donc, lorsque vous clôturez votre autopositionnement, cela vous permet d'accéder au plan de progrès que vous allez devoir donc renseigner. Donc, c'est un plan d'action que vous allez co-construire avec votre groupe projet accessibilité, dans l'objectif, bien sûr, de pouvoir développer au maximum votre accessibilité sur les différents volets et items indiqués. Donc, vous devez valoriser votre engagement auprès des publics en renseignant 3 points forts de votre accessibilité. Et vous devez à minima renseigner 2 objectifs en spécifiant les objectifs de progrès, les actions à conduire pour progresser, la temporalité de réalisation et les indicateurs de réalisation. Donc, vous avez un dossier de synthèse qui va s'intituler Notre politique d'accessibilité. Donc, dossier final, hein, tu me reprends, Kitri, si ce n'est Oui, pas tout c'est à fait ça. ça. C'est celui qu'on Et- voit là sur la slide. Voilà, exactement, qui est généré automatiquement par la plateforme. Quand vous allez générer tous les dossiers, tous les documents dont on parle sur la plateforme, quand vous vous connectez, vous avez un menu sur la gauche et du coup, vous allez avoir une mention Notre historique. Et c'est dans cette partie-là où vous allez pouvoir retrouver tous les documents qui auront été générés. Ok. On peut passer à la 5e étape. C'est bon, on a tout dit sur l'étape 4, je pense. Donc, la 5e étape, donc mesurer vos progrès et les partager. Donc, une fois votre plan de progrès qui est défini avec votre groupe projet accessibilité, il faut procéder à sa mise en œuvre avec les différentes parties prenantes de ce groupe projet.
Et ainsi, vous pourrez mesurer votre progression sur les différents indicateurs, mais aussi les partager, bien sûr, avec vos équipes en interne, mais aussi avec vos partenaires. Vous avez différentes ressources qui sont à votre disposition pour pouvoir justement monter en compétence sur les différents points. Et on va vous les décrire un tout petit peu après ces ressources, voilà, pour pouvoir travailler sur ces différents items, indicateurs, pour pouvoir mettre en place ce plan d'action. Et enfin, donc on est à l'étape 6, la dernière étape qui est communiquer sur vos bonnes pratiques et votre engagement. Donc une fois que vous avez fait tout ça, une affiche de communication va être également générée où va apparaître vos 3 points forts de votre accessibilité et vous pouvez mettre jusqu'à 3 plans de progrès que vous aurez renseignés. Voilà, il est important bien sûr voilà, de pouvoir mettre cette affiche dans des endroits voilà, accessibles où il y a beaucoup de personnes voilà, qui peuvent l'avoir en visibilité. C'est souvent mis ces affiches bien sûr au niveau de l'accueil, du bureau du référent handicap ou en salle de réunion. Et également sur votre site internet en format numérique hein, pour pouvoir communiquer au maximum sur votre engagement dans cette démarche et puis sur les points forts de votre accessibilité. Alors voilà, il y en a une étape importante. Pour avoir cette affiche, il faut que vous ayez absolument clôturé votre plan de progrès. Ensuite, la slide suivante, vous avez un petit schéma qui résume tout le process qu'on vient de vous indiquer. Voilà, tout le processus d'inscription dans la démarche. Donc, vous aurez le temps de pouvoir voilà, vous y référer en revisionnant le webinaire ou bien avec le PowerPoint qu'on va vous envoyer. On va du coup maintenant, je vois le temps qui passe, passer aux ressources à votre disposition pour pouvoir travailler tout ce plan d'action. Alors, dans les ressources. Donc, on va parler, pour commencer, des ressources qui vont vous permettre de vous professionnaliser sur cette question de l'accessibilité, de l'accueil des personnes en situation de handicap, sécuriser les parcours de formation. Donc, vous allez déjà avoir des ressources qui sont mises à disposition par l'AGFIP, dont notamment un programme de professionnalisation donc, qui s'intitule Module Pro. Donc, pareil, hein, vous avez les liens qui sont dans la slide pour y accéder. Ce sont des modules qui sont en ligne, hein, qui sont consultables du coup à tout moment, sur lesquels vous allez vous inscrire en vous identifiant avec votre centre de formation. Sur le site internet de la GFIP, vous avez aussi en accès les ressources pédagogiques de la RHF. D'ailleurs, vous les avez aussi quand vous remplissez votre autopositionnement. Vous avez un petit encart bleu au-dessus des indicateurs qui vous ramène à cette page-là. Ce sont différents webinaires qui ont été enregistrés sur les dernières années sur différentes thématiques pour les organismes de formation. Donc, vous pouvez également vous référer à ces vidéos-là. Nous animons donc chaque année, donc le Centre Ressources Formation Handicap, des rencontres territoriales formation et handicap. Ce sont des rencontres qui ont lieu qui sont déclinées donc sur tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine, qui permettent de faire se rencontrer les différents acteurs de la sécurisation du parcours. Donc, il y a des organismes de formation, mais il y a aussi d'autres partenaires comme les référents de parcours, Cap Emploi, France Travail, Mission Locale, des structures médico-sociales, l'éducation nationale, tous les acteurs qui, à un moment ou à un autre, vont pouvoir intervenir dans la sécurisation du parcours de formation. Vous y serez bien sûr invité à partir du moment où vous êtes inscrit sur la plateforme. Vous recevez l'invitation pour le territoire qui vous concerne. Il y a également en construction le projet de vous proposer des groupes d'échange de pratiques à destination des référents handicap, dans la fin de pouvoir échanger sur les différentes thématiques qui peuvent vous interroger, ainsi vous faire progresser par le partage de connaissances communs. Donc ça, c'est encore en construction et de la même manière que pour les rencontres, vous serez invité quand ce sera ouvert.
Donc, sur cette deuxième slide, donc là, on va être plutôt sur les ressources que vous allez pouvoir trouver, qui sont à votre disposition. Donc, vous avez déjà des ressources sur la plateforme que l'on vient de décliner ce matin. Vous allez avoir un espace ressources partagées. Donc, chaque organisme de formation a une partie sur son espace qui lui permet de télécharger des dossiers. Et vous avez deux parties. Il y a une partie où vous pouvez télécharger vos documents en interne, vos documents perso, si vous voulez capitaliser toutes les informations au même endroit. Et vous avez un espace ressources partagées. À partir du moment où vous mettez des ressources dans ce dossier-là, les ressources sont accessibles à tous les membres de la plateforme qui sont inscrits, identifiés. Et de la même manière, l'annuaire, donc on en a parlé tout à l'heure en cochant la case de partage, qui va recenser donc tous les organismes de formation inscrits avec les coordonnées des personnes, des membres inscrits qui auront bien voulu les partager. Donc, qui vous permet de créer du lien, d'échanger des ressources. Voilà, c'est un annuaire à votre disposition. Vous pouvez également aller sur la chaîne YouTube du CRFH où vous allez retrouver un certain nombre de témoignages, notamment de référents handicap, d'organismes de formation qui vont parler de la mission de référent handicap, entre autres, et beaucoup d'autres également sujets qui sont abordés sur la chaîne YouTube du CRFH. Vous avez également notre site internet voilà, qui est une mine d'informations également pour vous. Vous pouvez vous inscrire directement en tant que partenaire et dans ce cas-là, vous avez accès encore à d'autres ressources. Également, le site internet, bien sûr, de l'AGFIP. Vous avez un espace particulier sur le site internet qui est dédié aux acteurs de la formation, que vous trouvez assez facilement en vous y connectant. Également, nous avons une page LinkedIn où on diffuse très régulièrement du contenu informatif ou aussi où on communique sur l'ensemble des événements que nous animons voilà, mensuellement. Également, la page LinkedIn de l'AGFIP où vous retrouvez également tout un tas d'informations sur l'actualité en lien avec le handicap et autres événements conduits par l'AGFIP et les partenaires de l'AGFIP. Également sur notre site internet donc du CRFH, vous pouvez aussi vous inscrire sur notre newsletter que vous recevrez dans ce cas-là trimestriellement, voilà, également avec une mine d'informations. Et l'espace partenaire, donc j'en ai parlé voilà, sur notre site internet. Alors, sur l'évaluation des besoins, je laisse la parole à Grégoire. Merci. Oui, alors dans les ressources, voilà, on voulait aussi vous porter à votre attention. Donc en premier lieu, pour vous outiller, si vous ne connaissez pas, dans l'évaluation des besoins des apprenants en formation, nous mettons à votre disposition une grille, c'est indiqué, donc en accès. Donc c'est un document Excel composé de différents onglets qui vise à vous outiller, donc déjà à vous guider dans la façon d'appréhender l'évaluation et idéalement dans ce nombre de cas, n'hésitez pas encore une fois à vous appuyer sur sur une coopération d'acteurs et sur d'autres acteurs ressources autant que de besoin dans l'évaluation de ces besoins et des adaptations à définir. Donc c'est d'abord un outil pour vous aider du coup méthodologiquement dans la conduite de cette évaluation. Mais c'est aussi pour vous aider dans la formalisation, qui vous sera utile à la fois pour suivre le parcours de l'apprenant en question, mais aussi pour capitaliser ce qui a été mis en œuvre dans le cadre de justement de l'amélioration de votre accessibilité et de choses qui pourraient être à soit faire évoluer, à améliorer, soit qui pourraient être des expériences sur lesquelles vous pouvez vous réappuyer pour des futurs apprenants. Donc c'est d'abord un outil pour vous, mais aussi, c'est un outil qui est conçu, par exemple, si vous délivrez, des formations dans le cadre de l'apprentissage, c'est un outil qui vous servira aussi, qui vous permettra de formaliser et de tracer en quelque sorte, aussi, ce que vous allez pouvoir demander, le cas échéant, dans le cadre du financement possible, des OPCO avec la majoration, pour les personnes reconnues travaillant handicapées.
Et enfin aussi, le cas échéant, l'AGFiP peut vous soutenir dans le temps que vous passez à l'évaluation, à la conception et ou à la mise en œuvre de certaines adaptations en compensation du handicap. Et donc cette grille que vous avez utilisée sera également le support à une possible demande financière auprès de l'AGFiP pour recueillir un soutien financier donc dans la mise en place de certaines adaptations. De manière plus générale aussi dans l'outillage, vous indiquez, donc vous retrouverez dans le support, hein, le guide vers l'offre de services et d'aide financière de l'AGFiP. Donc vous voyez l'illustration là. Donc là où vous retrouverez entre autres une information plus précise sur cette aide cette possibilité d'aide financière en adaptation, en compensation que je viens d'évoquer, mais de manière plus générale et plus exhaustive, l'ensemble des aides et services de la GFIP. Et ensuite, vous avez aussi le lien puisque la GFIP a dématérialisé la manière de pouvoir constituer des demandes d'aide financière auprès de ces services. Et donc, du coup, vous avez le lien également vers la plateforme qui vous permet justement, le cas échéant, de déposer cette demande d'aide financière. Et en dernier lieu, nous vous renseignons donc l'adresse de contact de la GFIP Délégation Nouvelle-Aquitaine pour contacter directement vos interlocuteurs de proximité en Nouvelle-Aquitaine, pour tout besoin d'informations ou de conseils sur les situations individuelles. On est aussi à votre disposition. N'hésitez pas à nous écrire. Et pour terminer, donc avant de passer aux questions, un petit rappel donc, de l'adresse mail de la RHF Nouvelle-Aquitaine. Donc si vous avez encore des interrogations sur cette démarche. Pour rappel, vous recevrez donc par mail le PowerPoint, donc si vous l'avez bien inscrit dans votre mail dans le module de conversation, et le replay du webinaire également qui sera diffusé à la suite de cette matinée. Et on va pouvoir passer aux questions. Je vous propose qu'on passe par d'abord la dernière question qui concerne le financement spécifique des formations pour les personnes en situation de handicap. Et peut-être, Grégoire, que tu peux répondre sur ce point, sur effectivement le fait que il n'y a plus spécifiquement de financement de formation, du coût pédagogique de la part de la GFIP. Chloé pose cette question. Alors, attendez, parce que du coup, je vois pas le... Je reprends la Donc, question. depuis juin Oui, 2024, la GFIP, voilà. La GFIP n'intervient plus sur le financement des coûts pédagogiques de manière, ni sur le financement ni sur le cofinancement, et ce de manière nationale et dans l'ensemble des régions. Et à présent, n'intervient plus et intervient exclusivement en termes d'aide financière sur des éventuels, donc ce qu'on pourrait appeler des surcoûts pédagogiques, au travers de l'aide à l'adaptation des situations de formation. Donc c'est celle auquel je faisais référence il y a quelques instants. C'est-à-dire que le cas échéant, dans l'évaluation des besoins de l'apprenant, lorsque vous identifiez la mise en œuvre d'adaptations et que ces adaptations, pour certaines, ne trouvent pas réponse dans votre activité et ou avec l'aide et l'appui des offres de services des autres acteurs, des autres partenaires de droit commun et de droit spécifique, vous avez la possibilité de formuler une demande d'aide financière sur ces adaptations complémentaires supplémentaires que vous mettez en place en compensation du handicap. Par exemple, ça peut être alors ce ne sera pas sur le coût pédagogique de base de la formation, mais c'est bien sur des adaptations complémentaires supplémentaires que vous définissez et que vous mettez en œuvre en lien avec la prise en compte du handicap. Donc, je remonte. Madame Pistre donc, demande
des renseignements pour trouver un catalogue ou annuaire de formation. Donc là, peut-être que dans le webinaire, vous avez la liste des ressources auxquelles vous avez accès, hein. Je me permets de répondre pour vous. Donc les modules appro, les ressources webinaires, les liens YouTube. Donc j'imagine, Madame Pistre, que quand vous dites qu'on vous dit que vous n'avez pas accès à la formation et donc vous ne pouvez bénéficier d'un accompagnement, vous pensez au module, à notre programme de professionnalisation. Donc effectivement, nous avons un programme de professionnalisation en présentiel qui est destiné aux organismes de formation qui ont des financements du conseil régional. Mais dans le cadre de la RHF, vous avez un ensemble de ressources auxquelles vous avez accès, les modules appro, les webinaires, ainsi que tout le kit qui part de la GFIP, et y compris cette plateforme qui est un guide qui vous permet de penser, réfléchir et travailler à l'amélioration de votre accessibilité. Ensuite, nous avons une question de Chloé. J'ai un petit peu du mal en fait. Est-ce que vous pourriez poser votre question directement parce que je ne la comprends pas. Vous êtes là, Chloé? Vous êtes là? Tu fais référence à quelle question, du coup, celle sur où Le fait de constituer un tableau Excel en lien avec Calliope comme élément de preuve. Donc, est-ce que la question concerne le fait de ne pas utiliser et faire l'auto-positionnement tel qu'il vous a été proposé, et plutôt de proposer à Calliope, au certificateur, un tableau dans lequel vous reprendriez les bonnes pratiques qui sont les vôtres quant à l'accueil des personnes en situation de handicap. Moi, c'est ce que je comprends. Alors, démarche CRFQ, c'est ça quoi? c'est quoi, CRFQ? Qu'est-ce que vous entendez par démarche CRFQ? C'est quoi? Ah, alors, cette plateforme vous est proposée comme un outil qui vous permet de valoriser l'amélioration de votre accessibilité lors de l'audit Calliope. Il n'y a pas d'obligation. Dans le cadre de Calliope, il n'est pas posé l'obligation de compléter cette plateforme. C'est une proposition qui vous est faite pour vous guider dans l'amélioration de votre accessibilité et, qui plus est, vous permet d'avoir des éléments de preuve auprès de Calliope. Mais en soi, c'est votre choix de le faire ou non. Il n'y a pas d'obligation. Alors, j'apporte quand même juste un complément, c'est tout à fait exact. À juste une précision près, c'est que dans les éléments, dans le cadre de la certification Calliope, dans les éléments de preuve, il peut vous être demandé de justifier le fait que vous êtes engagé dans le cadre d'une charte accessibilité, ce que cette plateforme vous propose et ce que cette plateforme vous permet de justifier. Oui. Voilà. Encore une fois, vous n'avez pas, de la même manière que vous n'avez pas une obligation stricto sensu de faire la démarche Calliope. C'est un choix en tant qu'organisme pour ensuite pouvoir bénéficier de fonds publics.
À noter quand même que voilà, vous n'avez pas l'obligation de réaliser l'ensemble des étapes sous cette plateforme, mais pour autant, par exemple, pour répondre et pour pouvoir fournir une charte d'engagement dans la démarche d'accessibilité, cet outil vous permettra de répondre à ce critère. Donc après, Ouais. les autres questions étaient en lien avec la loi de 2005 notamment. Est-ce que les modalités, les obligations des organismes de formation étaient les mêmes, même pour des formations très courtes, de 3 à 6 jours? Qui veut répondre? Oui. Alors l'obligation, oui, elle est la même, hein. Quelle que soit la durée de la formation, l'obligation vis-à-vis des centres de formation en termes d'accessibilité et d'accueil des personnes en situation de handicap est la même, oui, quelle que soit la durée de la formation. En fait, la loi 2005 pose l'obligation de l'environnement, quel qu'il soit d'ailleurs, hein. Là, on a fait un focus sur la formation, mais tout lieu qui accueille du public se doit d'être accessible à l'ensemble des citoyens. Donc, il n'y a pas de notion de durée, de notion de temps. C'est vraiment un paradigme qui pose différemment le handicap que les années précédentes, hein. Les lois précédentes où on était uniquement sur une vision de la personne, de ses contraintes. Aujourd'hui, on parle d'accessibilité et d'obligation de l'environnement à se rendre accessible à partir du moment où il reçoit du public. Après, c'est sûr, juste pour te compléter, Emmanuel, plus la formation est courte, plus ça va être en effet compliqué pour vous de mettre en œuvre la compensation du handicap voilà, sur un délai très court. D'où l'intérêt voilà, de travailler au maximum votre accessibilité justement pédagogique afin de pouvoir accueillir le plus grand nombre de situations auxquelles vous allez du coup pouvoir répondre parce que vous aurez justement une accessibilité développée et donc des modalités potentiellement à pouvoir déployer aux besoins des situations. Voilà, donc tout ce travail de développement de l'accessibilité, il est très très important, d'autant plus que vous avez des formations très courtes. Voilà, parce que ça sera plus compliqué après de prendre en compte les situations au cas par cas sur des temps de formation très très réduits. Voilà. Une autre question peut-être sur l'obligation d'avoir identifié un référent handicap pour pouvoir s'engager dans cette démarche d'amélioration continue. Je pense qu'il y a 2 niveaux en fait hein, sur cette question. Il y a à la fois est-ce qu'il y a une obligation pour le coup d'avoir nommé et identifié un référent handicap pour s'inscrire sur la plateforme. Là, pour le coup, qui trie, je te laisse peut-être répondre là-dessus. Alors, par rapport à la plateforme, effectivement, en tout cas, si c'est la première fois que vous allez déposer la charte, il va falloir que ce référent handicap soit identifié puisqu'il va falloir le nommer expressément dans la charte. Par contre, après, on n'est aussi pas à l'abri que il y ait du turnover dans l'équipe, mais que la charte soit déposée. On n'a pas forcément à actualiser la charte à chaque fois. Ça sera de recréer un espace membre avec le nouveau référent handicap qui prendra le relais et qui notifiera sur son espace membre qu'il est le référent handicap. Et Audrey, est-ce que tu veux compléter au-delà même de l'inscription sur la plateforme la nécessité d'avoir un référent handicap identifié au sein du centre? Oui, oui, c'est important pour vous, hein. C'est vraiment là, une personne ressource pour l'ensemble des équipes du centre de formation et pour le public accueilli, mais également les partenaires voilà, avec lesquels vous allez devoir travailler éventuellement pour pouvoir prendre en compte certaines situations un peu plus complexes, mais aussi pour justement anticiper la venue de parcours au sein de votre centre de formation, hein. Tout le lien que vous allez travailler aussi avec les référents de parcours qui ont travaillé le projet, plus ce lien il sera créé avec eux, et donc ça c'est le rôle du référent handicap, plus aussi les choses pourront être anticipées
et sécuriser donc après sur le projet sur la formation pour la personne. Donc, il faut avoir un référent handicap. C'est une obligation, en effet, qui est posée aussi par la loi de 2018. Alors, c'est pas tout de nommer un référent handicap, hein. Il faut lui donner du temps à ce référent handicap parce que nous, le constat qu'on fait souvent, c'est qu'en effet, il y a une personne qui est nommée puisque c'est une obligation, mais le temps qui lui est dédié est beaucoup trop petit. Donc, la personne n'a pas assez de temps pour faire l'ensemble de ses missions. Et du coup, il peut y avoir certains moments un désengagement parce que la personne n'arrive pas à faire vraiment ce pourquoi elle a été nommée. Voilà. Et la professionnalisation aussi de ce référent handicap est essentielle. Donc, il faut en effet qu'il se professionnalise via l'ensemble des ressources qu'on propose pour monter en compétence sur cette prise en compte des besoins en formation. Et un référent handicap aussi par site, c'est mieux. Puisque, alors quand vous avez différents sites éloignés sur le territoire, c'est très complexe quand même on le constate aussi qu'il y ait un référent handicap qui fasse les déplacements, puisque l'objectif c'est vraiment de rencontrer les personnes hein, en situation de handicap pour être au plus près de la compréhension de leurs besoins et ensuite de travailler avec l'équipe pédagogique pour la mise en œuvre des adaptations. Donc on vous conseille fortement quand même d'avoir un référent handicap par site. Voilà. Il y a des réactions en fin de conversation sur cette question du référent handicap. Donc effectivement, il y a plusieurs niveaux. Encore une fois, il y a l'aspect obligatoire, mais qui a une visée du coup, enfin qui vise d'abord un élément de sens, c'est-à-dire qui vise la deuxième dimension, qui est vraiment ce qui est important, c'est que en fonction, évidemment, c'est à ajuster en fonction de la configuration, de la taille, du nombre de votre organe de formation, du nombre d'apprenants, etc. Mais ce qui est important, c'est que de manière proportionnelle à la dimension de votre organisme de formation et de votre activité, euh, que cette fonction, elle soit incarnée. Et comme le disait très bien, le rappelait très bien Audrey, voilà, ce qui est important, c'est qu'il y ait un temps adapté qui permette de cheminer sur les différentes obligations et les différents enjeux, et à savoir aussi bien cheminer sur la démarche d'accessibilité, là notamment par rapport à vos obligations en termes d'accessibilité, par rapport à Calliope, cheminer, avoir du temps nécessaire pour se professionnaliser, être en capacité et prendre les relais et identifier les personnes et prendre du temps avec ces personnes et prendre du temps avec des acteurs en interne et en externe, le cas échéant pour mettre en place des adaptations. Donc oui, de manière pratico-pratique, si vous avez 15 sites, c'est mieux, voire ce sera nécessaire, qu'il y ait une incarnation concrète de cette fonction de référent handicap sur l'ensemble des sites, sur chacun des sites. Si vous êtes un seul site, une personne qui est à la fois formateur, direction, vous serez aussi en charge d'incarner cette fonction de référence handicap. Donc de vous professionnaliser un minimum, de cheminer un minimum sur l'amélioration de votre accessibilité, de vos processus d'accueil et d'adaptation, le cas échéant, lorsque vous aurez à accueillir des apprenants en situation de handicap, d'assurer aussi ce temps de prise en compte, d'évaluation des besoins et des adaptations à mettre en œuvre, qu'elles soient au titre de votre activité ou de manière complémentaire en compensation, de manière complémentaire et particulière. Alors juste peut-être un petit point parce qu'en effet, il est posé par donc Katia qui dit qu'il me semblait que l'obligation d'avoir un référent handicap Mm. était liée au nombre de salariés dans l'entreprise. Alors là, vous parlez certainement du référent handicap côté salarié, donc en tant qu'entreprise de plus de 250 salariés. En effet, l'entreprise a une obligation d'avoir un référent handicap mais qui est référent handicap pour les salariés de l'entreprise. Voilà, nous, on parle côté centre de formation. Et c'est très rare, en effet, ça peut arriver, mais que ce soit la même personne qui soit à la fois référente handicap pour les salariés et pour les personnes formées dans le centre. Ça arrive, mais c'est plutôt rare. Voilà, cette obligation, en effet, par rapport aux normes, c'est pour les entreprises de plus de 250 salariés. Après, on constate, et c'est super, qu'il y a des entreprises qui nomment aussi des référents handicap pour leurs salariés, bien en deçà des 250
salariés dans leur entreprise. Et d'ailleurs, la GFIP est là pour les professionnaliser avec un réseau de référents handicap. Mais là, on est côté salarié. Est-ce qu'il y avait d'autres questions du coup? On a fait le tour des questions. Après, si on a fait le tour des questions, il reste, on a encore un petit peu de temps, donc peut-être n'hésitez pas, voilà, à spontanément nous faire part des derniers questionnements que vous pourriez avoir. Il y a une question en lien avec le renouvellement, en fait, qui est sur l'autopositionnement, effectivement, tous les ans. C'est une autre question. Il n'y a pas non, il y a C'est UFS Voilà. BD 47. Mais effectivement, l'autopositionnement est un état des lieux à un moment donné et chaque année, vous devez le refaire. Après, si je peux me permettre, moi, ce que je comprends dans la question, parce que la démarche, elle a été faite jusqu'à l'obtention de la charte, je comprends que du coup, l'autopositionnement n'a pas été fait, non, si la personne s'est arrêtée là. Donc, dans ce cas-là, même si ça a été fait en février 2025, ben, il va falloir faire l'autopositionnement dès que possible pour finaliser la démarche. Je vois une main levée. Madame Istrin, vous souhaitez qu'on vous donne la parole. C'est Grégoire. Oui, c'est bon, elle a activé son micro, on vous écoute. D'accord, on vous écoute. Oui, bonjour. Alors moi, je suis la collègue de Madame Pistre, référente handicap aussi dans notre structure. J'avais noté dans le chat une question concernant l'obligation d'accueil et d'accessibilité. En fait, donc nous, on a déjà démarré la démarche, l'autopositionnement, on est plutôt sur le plan de progrès, mais en fait, on se retrouve confronté lors de certaines demandes de stagiaires où on a des limites, puisqu'en fait, en termes de validation de formation, on a des compétences pratiques à valider. Et en fait, on s'aperçoit que des fois, il y a des limites physiques. Et comment ça se passe en termes d'accessibilité, justement, en termes d'obligation, quand la personne ne pourra pas répondre aux critères, quoi. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret pour qu'on puisse comprendre? Parce que l'accessibilité, elle se fait à plusieurs niveaux. Et si je comprends un peu, est-ce que c'est au moment de la certification du diplôme? Est-ce que Eh bien, c'est... en fait, on a de la validation continue lors des formations. Notamment, nous, on fait de la formation sur le compostage, où il y a des retournements, des manipulations physiques à faire sur des composteurs collectifs ou en établissement. Et quand la personne, par exemple, est en fauteuil, aujourd'hui, le matériel est adapté pour un citoyen qui veut faire des apports sur certains sites de compostage, mais en tant que référent ou guide composteur, lorsqu'il y a des retournements de matière, des choses comme ça, il faut... alors, pas forcément une force physique, mais en tout cas, certains gestes nécessitent d'être debout sur ses deux jambes et à tenir du matériel. Donc, comment ça se passe quand on parle d'obligation d'accueil, en fait? Ils peuvent participer à la formation, mais en fait, on sait d'avance que s'ils sont en fauteuil, ils ne pourront pas valider l'examen final. Alors aujourd'hui, au niveau du réseau national, du réseau compost national, on est en train de réfléchir à la possibilité d'organiser des binômes, puisqu'en fait, c'est le réseau national qui porte la certification et les validations des critères. Donc ça, c'est des choses qui vont évoluer. Mais aujourd'hui, comment on fait? Ça veut dire que si on leur dit non, aujourd'hui, vous ne pouvez pas valider les critères de l'examen final, on est hors clou parce qu'on est dans cette obligation d'accueil? Ou est-ce que ça veut dire qu'on les accueille en formation en sachant qu'ils n'auront pas forcément validé à la fin, quoi? Alors, vous êtes en train de dire là que potentiellement, dans quelques temps, il pourrait y avoir l'organisation de binômes. Donc, j'entends derrière Oui. ce que vous dites, que du coup, avec un binôme, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire parce que quelqu'un aurait le côté physique pour répondre aux manipulations nécessaires. Et puis la personne en situation de handicap pourrait porter un autre volet social, administratif, organisationnel, d'autres choses, quoi. Alors, du coup, en effet, vous avez quelque part trouvé la solution de compensation.
Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour le mettre en place? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, l'examen en lui-même, la réflexion d'avancement sur des binômes n'est pas encore reconnue, avancée. C'est un groupe de travail qui travaille au niveau national, mais aujourd'hui, quand on passe l'examen, cette solution est en réflexion, mais n'est pas applicable. Donc, les N'est pas stagiaires que l'on applicable retrouve de par la réglementation qui est oui, posée par le certificateur ou parce que vous n'avez pas oui. encore les moyens dédiés en interne? Non, parce que la grille de critères qui permet au jury de valider l'examen n'a pas encore été modifiée pour permettre à des binômes de se mettre en place. D'accord. Bon, ça, c'est en effet, c'est une question. Bon, je vois que vous êtes en cours de réflexion sur ça et ça devrait se mettre en place. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais ça fait partie des ressources à votre disposition aussi, hein. Il y a des partenaires qui sont préfinancés par la GFIP, qui couvrent tous les champs de handicap, qui sont spécialisés par typologie de handicap et dont le rôle est exclusivement voilà, d'évaluer en effet au regard des contextes, des différents contextes de formation, les contraintes des personnes dans ces différents contextes et les adaptations qui peuvent être mises en place. C'est une méthode partenariale avec ces partenaires-là, avec les référents de parcours aussi qui auront pu travailler le projet et donc valider le projet et comprendre pourquoi ce projet a été validé au regard de cette situation-là de handicap et que tout le monde, avec vous, centre de formation, vous puissiez réfléchir à des solutions. Peut-être que des choses sont possibles à ce jour en termes de compensation, autre qu'un binôme, je ne sais pas, hein, puisque voilà, c'est le rôle d'autres partenaires que de penser cela. Euh, ou bien réfléchir même voilà, à cette question du binôme, mais dans ce contexte-là. Donc, en tout cas, vous avez des ressources pour pouvoir répondre à ce questionnement que vous pouvez déployer dès aujourd'hui, voilà, pour pouvoir réfléchir à tout ça. Vous pourrez bien sûr également nous recontacter pour en échanger plus précisément voilà, sur cette situation. Très bien, merci. Est-ce que c'est bon? Je pense que du Ouais. Nous avons une question qui est très spécifique en fait de Madame Renaud, hein, de l'école atypique. Voilà, on va pas forcément y répondre dans le webinaire parce que voilà, parce qu'il faut élargir un peu plus les questions autour de l'outillage qu'ont à disposition les centres de formation Néo-Aquitaine sur la démarche d'amélioration continue de leur accessibilité. Mais on va revenir vers vous individuellement, hein, Madame Renaud, par rapport à ce questionnement précis que vous avez sur les autopositionnements en lien avec l'accessibilité. Voilà, on le note et les collègues vont revenir vers vous voilà, pour cette question très spécifique. Juste, je reviens, je rebondis un petit peu par rapport au questionnement, à l'intervention de Madame Piste. Je vais surenchérir par rapport à la réponse d'Audrey, hein, Audrey Beignot. Euh, Effectivement, en tout cas, moi, ce que je souhaitais souligner, c'est que voilà, vous allez dans le bon sens. C'est-à-dire que vous avez identifié des choses. Aujourd'hui, Audrey, ce qu'elle indiquait, c'est que, alors n'hésitez pas à revenir vers nous, notamment par rapport à ces partenaires experts complémentaires, parce que là, il pourrait être intéressant d'envisager, il y a probablement d'autres solutions d'adaptation, d'atténuation ou de compensation qui peuvent être, qui sont très probablement envisagées. Là, vous touchez du doigt quelque chose qui vient dire, ben voilà, c'est une limite à votre activité, c'est-à-dire que vous êtes aussi tributaire et c'est extrêmement positif d'entendre que vous êtes partie prenante de faire aussi évoluer les référentiels de certification. Ça fait partie aussi de ce sur quoi on travaille, on essaie de travailler tous ensemble parce que c'est ça, agir sur l'environnement. Des fois, on a les clés en tant qu'organisme de formation, mais des fois, on est tributaire voilà, de la réglementation, d'un certain nombre de référentiels. Donc, il faut savoir pouvoir faire avancer et faire évoluer les référentiels. Donc, ça fait partie aussi le CRFH travaille assez quotidiennement aussi dans ce sens. Et la GFIP essaye aussi nationalement de jouer son rôle en la matière. Et après, ça touche du doigt aussi la question de l'emploi, parce que ça veut dire qu'aussi, il faut faire évoluer et avancer les représentations dans l'emploi pour ensuite, parce que c'est des choses qui peuvent être soutenues, hein, le fait qu'ils puissent déjà
de manière assez simple, l'exemple que vous prenez, un binôme, ça peut être quelque chose qui peut être tout à fait envisageable dans un certain nombre d'environnements d'emploi. Et puis, il peut y avoir, en alliant réponse comme ça, organisationnelle, humaine, voire réponse technique, un certain nombre de possibilités d'adaptation aussi dans le futur emploi. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas rester figé en mode binaire, c'est-à-dire que t'es pas j'ai l'obligation d'accueillir l'apprenant, même si j'ai l'absolue conviction que là, c'est une impasse. Parce que c'est pas une impasse. Il existe tellement de voies possibles d'adaptation qu'il faut surtout pas rester sur cette représentation de l'impasse, qu'elle soit pour suivre la formation ou pour accéder au futur emploi, et sans remettre en cause l'hyper-maîtrise, l'hyper-connaissance des métiers vers lesquels vous préparez, hein. Mais voilà, sur le champ du handicap, c'est vraiment une représentation qu'il faut absolument lever, c'est-à-dire que les possibles sont vraiment extrêmement ouverts, et contrairement à ce qu'on peut tout un chacun assez naturellement penser. Et c'est pourquoi il faut vraiment ne pas hésiter à chaque fois à se questionner, parce que, il existe vraiment un certain nombre de possibilités à chaque fois dans toute situation, pour agir à la fois sur l'environnement et ou sur des réponses un peu cousues main au cas par cas, qui permettent, quotidiennement, et nous on l'observe, hein, le CRFH peut en témoigner aussi, quotidiennement en fait des apprenants accèdent à des formations où hier on n'aurait jamais pu penser, où bon nombre auraient pensé que c'était pas possible, et en fait c'est possible, et accèdent réellement au métier derrière. Voilà, on a des personnes sourdes et malentendantes ou malentendantes qui travaillent sur des plateformes d'appel téléphonique. Ça semble incroyable présenté comme ça, mais parce que en fait, voilà, en posant des adaptations organisationnelles, il existe différentes typologies de métiers, il existe différents types d'outils, des chats, des synthétiseurs qui reprennent ce qui est dit à l'oral et qui l'écrivent à l'écran. Enfin voilà, la technique a tellement évolué également qu'aujourd'hui, vraiment, pratiquement tout est possible. Et tous les métiers sont vraiment véritablement accessibles possiblement à tous. Est-ce Ouais, qu'il y avait d'autres super. questions? Bah non, 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 non. Il n'y en a pas d'autres. Merci en tout cas, Grégoire, de finir sur cette ouverture sur le champ des possibles, en effet, qui est important. Moi, je vous laisse conclure, hein, de toute manière. Et puis, voilà. Donc, Audrey, tu veux peut-être. Oui, ben merci, merci également à tous, voilà, pour votre présence aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir vers nous, hein, pour toute question en lien avec cette démarche de progrès ou tout questionnement en lien avec la compensation du handicap. Voilà, on est là pour répondre, voilà, à vos besoins, pouvoir vous accompagner au mieux, à la fois dans le développement de votre accessibilité et l'accompagnement sur des situations plus individuelles de formation, voilà, par lesquelles, voilà, vous ne savez pas par où commencer, par exemple. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à tous. Qui trie, puis après, on laissera le mot de la fin pour Grégoire. Qui trie. Bah, je vais vous remercier pour votre participation, de voir votre investissement donc, dans cette démarche qui, nous également, nous tient à cœur, et on fait au mieux pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, je Allez, termine Grégoire. la boucle à nouveau également. Merci de la part de l'AGFIP pour votre présence sur ce webinaire et votre implication sur ces sujets. Et puis, je le redis également, comme ça la boucle est bouclée. Ne restez pas avec des questions sans réponse. On tentera au mieux de vous y répondre. Donc, n'hésitez pas. Voilà, vous avez l'adresse de contact. On est à votre écoute, à votre disposition. Merci beaucoup. On va Merci. pouvoir arrêter Merci, au revoir. l'enregistrement. Merci beaucoup. Merci.